Bonsoir, il est 20h15, bienvenue dans cette 24e édition du Média intercommunal du Sud-Artois, un peu exceptionnelle puisqu'elle commence un peu plus tard que d'habitude, puisque vous avez pu entendre le concert, le premier concert des Inouïs du Pas-de-Calais 2018 en direct de l'église d'Amelincourt. Maxence, si tu es prêt, on peut y aller, c'est parti, quelques images. Je voulais vous parler quand même du volet qui nous réunit aujourd'hui pour les Journées du patrimoine. Ça s'appelle Un village, une histoire. Et Un village, une histoire, c'est un gros travail. C'est un gros travail parce qu'il faut absolument réunir des gens qui sont complices tant sur le plan financier, c'est très important, que sur le plan de la recherche historique et aussi de l'amour de la culture et de la conservation. Et la famille qu'a sorti. En fait, c'est 4 générations de personnes, artistes, musiciens, danseurs, équilibristes, acrobates, qui, en partant de la Vénétie, parcouraient toute l'Europe, jusque dans les pays scandinaves, et ont égayé les fêtes foraines, les fêtes de village, les fêtes des châteaux, de la noblesse européenne, et qui ont, au cours de leur vie artistique, créé des spectacles qui ont marqué les esprits. Effectivement, non seulement Amelincourt est aujourd'hui au centre de l'Europe, mais le patrimoine qui nous reste est d'abord un patrimoine auditif, artistique, et je pense que ceci est important. Les artistes ne meurent jamais, hein, et on va le voir à travers ce témoignage de l'art, de l'expression artistique que l'on aura tout à l'heure avec notamment les Inouïs. Donc merci d'être ici à Amelincourt. Vous avez pu voir les images prises en direct, prises tout à l'heure à 18h lors de l'inauguration à Amelincourt, d'une histoire fantastique, d'une famille qui s'est déroulée là, qui s'est éteinte ici. Vous en apprendrez plus tout à l'heure avec l'archéologue que vous avez pu voir dans ces images, Marcus Cole, qui viendra nous expliquer pourquoi nous sommes ici, quel est ce projet et pourquoi il génère autant d'interrogations et d'intérêt dans le Sud-Artois. Sans plus attendre le sommaire de cette édition, vous retrouverez comme d'habitude un acteur économique, l'entreprise EMS de Hachette-le-Grand. Vous retrouverez également une pièce musicale en images cette fois qui a été enregistrée tout à l'heure lors du concert avec les enfants. Mais avant de débuter, bien sûr, vous retrouvez le village de la semaine et ça se passe beaucoup plus au sud du territoire. C'est parti! Jean-François Dercot, bonjour. Oui, vous êtes maire de Martinpuy, du village de Martinpuy. Voilà, c'est ça, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce village? C'est un village de 202 habitants, situé sur un territoire de 600 hectares et qui a été complètement détruit pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et Martinpuy a été libéré le 15 septembre 1916 par un régiment anglais, 47e division de Londres, qui d'ailleurs tous les ans commémore cette célébration. Dans 3 jours, le 16 septembre, dimanche 16 septembre, il y aura cette célébration. Cette commémoration. Cette commémoration. Alors qu'est-ce que ça vous apporte justement ce lien avec c'est un devoir de mémoire quand même. Hein. C'est un devoir de mémoire. Et puis ce régiment a offert justement aux enfants de l'école à l'époque ce magnifique préau pour les enfants de l'école. Et le muret ainsi que le porche appartiennent aussi aux Anglais. Et j'ai retrouvé cette association en 2002 parce que le porche penchait énormément. Ils l'ont redressé. Ils ont mis des bancs anglais ici dans le préau. Et pour le centenaire, en 2014, ils ont refait tout le toit du préau ainsi que l'ensemble du muret. Ils ont investi 48 000 €. Alors Laurent Dubois, instituteur,
de Martinpuy, puisque nous sommes en regroupement pédagogique intercommunal en RPI, avec 6 villages, Ligny-Tilloy, Martinpuy, Le Cerf, Beaulancourt, Villers-au-Flot et Riancourt-les-Bas-Pommes. Donc là, c'est la sortie. Ils vont prendre le bus pour aller à la cantine de Ligny-Tilloy. Et Laurent, lui, fait le cours de CE1, c'est ça? CE1 et CE2. Nous avons 20 élèves cette année, 16 en CE1, 4 élèves en CE2. Et nous avons donc un cours double, CE1, CE2, pour notre RPI. Donc là, nous sommes actuellement sur le terrain de sport de Martinpuy. Oui, alors on l'a commencé en 1998 et on l'a terminé en 2001. On a installé aussi un terrain de tennis là-bas, donc c'est ouvert à tout le monde peut jouer au tennis. Une rampe pour les rollers, on peut jouer aussi au basket, au hand, et on a un terrain de pétanque là-bas. Et on a aussi pour les petits toboggans, tourniquets, voilà, pour les tout petits. Donc c'est vraiment un espace multifonction. C'est un espace multifonction. Et puis en 2012 ou 13, pardon, il y a le Tour de France qui est passé là. Et on a installé ce kiosque nous-mêmes. Le dimanche, quand il fait beau, il y a souvent du monde. Donc là maintenant, nous nous trouvons devant la vache de Martinpuy. Oui. Alors pourquoi une vache? C'est symbolique parce que déjà à Martinpuy, on a 10 fermes dont 7 classées. C'est-à-dire classées parce que les 7 fermes classées ont plus de 72 vaches. D'accord. Donc on a mis ça symboliquement parce qu'il se quand même, il faut le savoir, à Martinpuy entre 600 et 630 vaches 2 fois par jour. Donc ça fait des litres de lait. Il y a plus de vaches que d'habitants. Il y a beaucoup plus de vaches que d'habitants et on est une des communes qui a le plus de vaches. Alors avec les génisses, je vais peut-être faire rire un petit peu, on approche les 1000 vaches, donc c'est le plateau des 1000 vaches bientôt. Voilà. Voilà. Alors, par rapport aux autres fermes, c'est les céréales, beaucoup de légumes aussi, et des pommes de terre. C'est-à-dire en légumes, on a carottes, oignons, épinards, haricots verts et petits pois. D'accord. Voilà. Donc c'est une vraie force du village. C'est une vraie force du village. On a encore donc 10 fermes. Hein. C'est plutôt rare dans un village comme le nôtre. Ensuite, après les fermes, on a établissement Gourdinck qui répare matériel agricole et de commerce de matériel agricole. On a aussi une société qui fait des essais de produits de traitement avec des analyses qui s'appelle Epidia. On a bien sûr un artisan qui est spécialisé dans le forage et sondage de sol. D'accord. Coiffure à domicile. Et je pense que j'en ai pas oublié. Donc malgré la taille du village, c'est quand même un village qui est bien vivant. C'est un village qui vit, ouais, tout à fait. René Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes adjoint au maire et également président du comité des fêtes. Voilà, c'est ça. Bon, oui, président du comité. Nous avons une vingtaine de bénévoles qui participent et nous aident aux manifestations. Il y a des associations, oui, il y a une association de gym. Nous avons la chasse aux œufs de Pâques. Nous avons, au 1er mai, nous faisons une marche qui rassemble à peu près une 30-40 personnes du village, mais extérieur aussi. Nous organisons aussi une brocante au mois de juin. Et puis après, nous participons avec le 14 juillet. Donc il y a également eu un voyage qui est organisé par le comité des fêtes. Oui, nous sommes allés visiter le château de Versailles. D'accord. Bon, c'était avec succès, il y a eu du monde. On a même dû refuser quelques personnes parce que... Ah oui. Ouais. Alors nous étions une 65 personnes, on avait pris un quart d'une grande capacité. Donc Fidercourt, on va terminer par l'éternelle question du village de la semaine. Alors, étant donné le nombre de vaches qu'on a à Martinpuy, l'activité en général sur le village, qu'en est-il du développement routier au printemps? On dit vos gratins. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous avez pu découvrir le village de Martinpuy. On part directement à Hachette-le-Grand pour découvrir l'entreprise EMS, interviewée par Laetitia Guise du service développement économique, avant de retrouver notre archéologue Marcus. À tout à l'heure. Bonjour Monsieur Brimbaud. Donc,
vous êtes le dirigeant de la société EMS à Chiette-le-Grand. Est-ce que vous pouvez revenir sur la reprise de la société il y a maintenant 4 ans? Alors c'est une société que effectivement j'ai repris il y a 4 ans avec mon associé Monsieur Delattre. C'est une société que j'ai découvert via le cabinet de cession-acquisition in extenso. Moi j'ai toujours travaillé dans le domaine technique et lorsque j'ai découvert cette société, ce qui m'a plu, c'est le savoir-faire et la spécificité de la fabrication de la société EMS. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité de la société? Oui, alors EMS est une société qui est une chaudronnerie, mais qui a la spécificité d'être spécialisée dans la fabrication unique de cabines et de postes de conduite. C'est-à-dire que nous construisons des cabines pour tout type d'engins, le domaine agricole, le domaine ferroviaire, le domaine des travaux publics, le domaine du nettoyage industriel. Et nous travaillons avec des clients qui sont des constructeurs d'engins en petite et moyenne série et qui nous demandent de réaliser ces cabines ou ces postes de conduite suivant un cahier des charges déterminé. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? Quand on a repris, on était 10 personnes. Nous sommes aujourd'hui 18 sur ce nouveau site de production qui a démarré il y a 18 mois. Quels sont les différents postes qu'on trouve chez EMS? Alors, les différents postes, si je commence par la partie bureau, on a la partie technique, donc la direction technique, ainsi que la partie bureau d'études, dessinateur 3D et responsable qualité. Récemment, quelqu'un pour la partie approvisionnement et logistique nous a rejoint. Ensuite, les métiers spécifiques de la chaudronnerie sont pour la partie chaudronnerie pure, tout ce qui est monteur et soudeur. On a ensuite forcément une préparation peinture. Donc nous avons des peintres. Et ensuite dans la partie finition, c'est là où c'est un métier un petit peu plus polyvalent. On a des gens qui sont capables de coller les vitres, mettre les mousses, monter des sièges, etc. Donc là on est plus dans un métier extrêmement polyvalent qui demande surtout de la rigueur et de la qualité de travail. Quand vous avez repris l'activité il y a 4 ans, donc la société existait. Oui. Elle était située donc rue de la Petite Vitesse à Chiette-le-Grand. Pour des nécessités d'organisation et puis de modernisation aussi, vous avez fait le choix de construire et d'acquérir un nouveau bâtiment. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté sur Chiette-le-Grand? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on soit resté sur Chiette-le-Grand? C'est l'aide de la communauté de communes et de la mairie d'Chiette-le-Grand qui nous a permis de rester ici. Moi, c'était une volonté de ne pas trop m'éloigner vis-à-vis de mes salariés du site de production, de l'ancien site de production, parce que beaucoup de mes salariés sont très proches d'Chiette-le-Grand. Donc, si on s'était éloigné, ça aurait pu poser des problèmes de route, de temps, de perte de temps, de distance, etc. Une fois qu'on a eu le projet du bâtiment, on a forcément cherché le terrain et en parlant avec M. Dereau, le maire et les gens de la communauté de communes, il se trouve qu'un terrain s'est libéré ici. Donc ça a été pour nous une très bonne nouvelle et ça nous a facilité les choses, grandement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des projets pour l'avenir? Oui, on en a alors. On me pose souvent la question et c'est vrai que quand on voit là en 4 ans la société, le nombre de salariés là, et ce que l'on a fait 4 ans après, on est effectivement très très content. On a déjà énormément travaillé et investi dans la société. Donc des projets on en a. Ce qui est certain, c'est que vu la spécificité et le marché de niche sur lequel on travaille, on restera toujours à mon avis dans ce domaine extrêmement précis de la cabine. On nous sollicite de temps en temps, certains clients, je pense notamment à des clients ferroviaires, nous sollicitent de temps en temps pour faire des pièces un peu plus de tôlerie, mais où on sort un petit peu de notre métier, on le fait parce que c'est de la complémentarité. Après, on a quelques peut-être projets d'agrandissement du bâtiment suivant l'activité. Je pense qu'après, les autres projets de rapprochement ou de sous-traitance ou d'autres acquisitions se feront. S'ils doivent se faire, ils se feront. Voilà, et voilà, dépendant peut-être à la fois de nos clients et d'opportunités et de rencontres. Donc, ça va peut-être l'objet d'une autre interview. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie, merci à vous. Et puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.
Et donc, vous avez pu découvrir l'entreprise EMS à Hachette-le-Grand. N'hésitez pas, une entreprise innovante avec des produits assez particuliers pour un territoire rural, mais qui fonctionne bien et qui tourne bien, comme vous avez pu le voir. Alors, je suis avec Marcus Cole. Bonsoir Marcus. Bonsoir. Ravi de pouvoir t'accueillir dans cette édition du Média intercommunal du Sud-Artois. On est ici en direct de l'église de Hamelin-Court pour un événement assez particulier et assez sensationnel, on a pu l'entendre tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons découvert la musique, quelques pièces de musique des Cassorti, c'est-à-dire d'une très célèbre famille à l'époque du 18e, 19e siècle, d'origine de Venise, et qui a parcouru toute l'Europe avec de la musique, avec du spectacle, de danse, et cette famille a été oubliée pendant un siècle ou moins, et nous redécouvrons ensemble cette famille artistique. Alors, tu dis ça avec énormément de modestie, mais en fait, d'où ça part cette découverte un petit peu ? Toi, tu habites Hamelin-Court. J'habite Hamelin-Court et lors d'une promenade au cimetière, j'ai vu quelques stèles funéraires qui sont parmi les plus anciennes du cimetière, et la tombe, elle est très grande et un peu en retrait par rapport aux autres. Mais ça, c'est un détail que tout un chacun ne verrait pas forcément. C'est mon regard d'archéologue, évidemment, voilà, qui est intrigué par ce genre de choses. Donc tu es archéologue, chercheur. Oui, historien aussi. Historien. Oui. Et donc enseignant à la faculté de Lille. Oui. Et donc il y a eu vraiment une concordance de faits qui a fait que d'enseignants qui déménagent, qui arrivent à Hamelin-Court et qui, en se promenant dans le cimetière, découvrent une stèle qui n'est pas comme les autres et qui cache un tas de mystères et qui t'a fait t'interroger. Oui. Ce mystère a été nourri aussi par les habitants d'Hamelin-Court qui parlaient beaucoup des Cassorti, de la famille Cassorti, mais sans précision, en disant que c'était une famille extraordinaire, et donc ça intrigue aussi, et tous ces points ensemble m'ont amené à commencer des recherches qui s'avèrent étonnantes tous les jours. Alors, on ne va pas en dire trop sur les recherches, puisque on a prévu de se retrouver régulièrement, oui, de tourner des épisodes sur cette histoire qui est un peu fantastique. En fait, absolument. Et on se retrouvera chaque mois, oui, ça, oui, avec des épisodes sur ta démarche d'archéologue. Très bien. Les découvertes qui sont découvertes, et puis aussi se rendre compte de l'ampleur de la famille Cassorti qui a atterri à Hamelin-Court. Quelques éléments sur l'ampleur, parce que là on n'arrive pas à se rendre compte, on est dans un petit village rural, oui, entre Arras et Bapaume, oui, et on se rend compte que cette famille, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Alors c'est vrai que c'est une famille d'une ampleur extraordinaire. J'ai pu retracer donc 4 générations d'artistes Cassorti, presque 2 siècles même. Et la 3e génération, celle qui s'est installée ici à Hamelin-Court, c'était 16 enfants. Donc une fratrie de 16 qui, en partie, se retrouvait régulièrement à Hamelin-Court, venait s'installer à Hamelin-Court au milieu du 19e siècle. D'accord. Et ce qu'on a pu entendre tout à l'heure durant le concert et qu'on va réentendre dans la pièce que nous vous proposons après, qui a été enregistrée tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? Il y a un compositeur parmi eux, c'est ça ? Il y a plusieurs compositeurs. En fait, il y a dans chacune des générations, il y a un compositeur ou 2. Et ce qu'on a pu entendre, c'est des musiques qui ont été composées par le grand-père, le père, le fils. Jusqu'ici, peut-être demain et après-demain, on va encore découvrir du petit-fils des compositions. Donc, oui, D'accord. Voilà. Et ce projet, il réunit quel type de personnes derrière ce qui se passe ? Parce qu'on se rend compte, nous, lors des images qu'on a lancées sur l'inauguration et la découverte des stèles qui a été rénovée,
de la sépulture, on se rend compte qu'il y a tout un tas de personnes derrière cette aventure. Qui sont-ils, ces gens qui se sont intéressés à cette histoire? C'est des gens d'horizons très diverses, mais de sensibilité, je pense, similaires autour du partage, de la découverte musicale, de l'émotion et effectivement de cette dimension européenne de la famille qui interpelle. Alors, bon, pour être tout à fait franc, on s'est rencontrés du coup en août 2016, oui. Lors d'un repas qui était organisé par les initiateurs un petit peu de ce projet. Et, déjà à l'époque, il y avait une dimension un peu mystique, parce que mais c'est vrai, pourquoi cette famille s'est éteinte à Hamelincourt? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut donner quelques éléments sur cette famille, parce que moi à l'époque, oui. Et je suis toujours, là le fait d'entendre, je suis fasciné par cette famille, fasciné par leur musique, et le fait de l'entendre jouer maintenant, ça a une dimension qui nous dépasse, qui traverse les âges, et le fait de s'être réunis tout à l'heure sur la sépulture rénovée, ça avait vraiment quelque chose d'émouvant. Pourquoi cette famille s'est éteinte ici? Alors, déjà une piste de... oui, j'ai des pistes. Donc, je disais tout à l'heure que la troisième génération, avec une fratrie de 16, s'est installée ici à Hamelincourt. Mais des 16 enfants, il n'y a que 4 qui sont mariés. Et des 4 mariés, des 4 couples, il n'y a que 3 qui avaient des enfants. Et un couple à Dresde avait un fils qui était aussi grand virtuose de violon et compositeur, mais il est décédé à 37 ans, sans descendance. Et les 2 autres couples avaient des filles. Et donc la Joséphine Cassorti, qui est aussi enterrée ici au cimetière, était religieuse, donc sans descendance forcément. Et la Valérie, sa cousine Valérie Cassorti, je sais qu'elle était encore vivante en 1914, mais je ne sais pas si elle était mariée, s'il a eu des enfants, donc la trace se perd. Et où elle habitait? Non, je ne sais pas. Parce qu'il y avait un clivage, c'était une époque qui n'est pas celle que l'on connaît maintenant, avec une Europe unifiée, oui. Une Europe en tension, avec un axe est, un axe ouest, et on en parlait tout à l'heure, des Cassorti qui parcourent l'Europe, qui sont tantôt allemands pour certains, tantôt français pour d'autres, oui. Tantôt italiens pour d'autres encore. Voilà, donc ils avaient tous les défauts pour chacun, pour ainsi dire. Et donc c'est dingue de voir l'histoire de cette famille ici. Et d'autre part, du point de vue musicologique, les romantiques aussi étaient à un moment donné un peu délaissés et oubliés. Et ces dernières années, on commence à les redécouvrir un peu, révaloriser. Et là, par toutes les hasards, il y a les Cassorti qui rentrent dans cette catégorie aussi. Alors, puisque l'on s'intéresse à la partie musicologique de ce projet, je vais te remercier, Marcus, pour tout ce qui se passe là, et puis parce que c'est cette promenade et cette découverte de sépulture qui ont lancé ce projet. On vous propose du coup d'écouter une pièce qui a été enregistrée tout à l'heure, qui est la pièce Confidence, si je ne dis pas de bêtises, d'Auguste Cassorti. C'est parti.
Et donc, vous avez eu la partie historique de l'affaire. Nous intéressons maintenant à la partie musicologique de l'affaire. Je suis donc avec Fabrice Bilan. Fabrice, bonsoir. Bonsoir Valentin. On a pu t'entendre jouer tout à l'heure durant ce concert. Est-ce que dans le cadre des Inouïs 2018, est-ce que tu peux nous dire qui tu es déjà dans un premier temps? Donc moi je suis le directeur artistique du festival. J'ai créé ce festival il y a 13 ans maintenant, voilà, c'est la 12e édition, parce que je suis un enfant du pays. Donc un Arageois, et donc même si je ne vis plus ici, que ma carrière m'emmène aux quatre coins du monde, je suis attaché tous les ans vraiment à ce pèlerinage à Arras et dans le sud artois, puisque c'est un partenaire de très longue date depuis le tout début du festival. Alors on est ici en direct de l'église de Hamelin-Court pour t'écouter interpréter les œuvres qu'a sorties. Quel regard tu portes sur ce projet, sur cette affaire qui sort, comme on l'a vu tout à l'heure avec Marcus, un peu du fond des âges en fait? Absolument. Pour moi c'est une histoire extraordinaire parce que ça associe beaucoup de choses. Voilà, une découverte, on est dans l'expérimentation et c'est ce qui me plaît avant tout dans cette recherche, avec une équipe formidable. Voilà, et en plus d'une musique qui est très intéressante. Et d'une époque qui me passionne. Donc pour moi c'est merveilleux et c'est complètement dans l'état d'esprit des Inouïs, comme son nom l'indique, de rechercher, de créer, de chercher des choses nouvelles. Et donc on associe tout ça, c'est vraiment un très beau moment. Et puis pour moi c'est très émouvant avant tout parce que je suis un simple musicien et de voir tous ces corps de métier se rassembler autour d'un musicien, mais pour moi c'est déjà tellement émouvant. Et en plus, voilà, à Hamelin-Court, dans un territoire qui me touche beaucoup, c'est vraiment, tout à l'heure on était au cimetière, c'était extrêmement émouvant pour moi, et donc la seule chose, je leur ai dit d'ailleurs, quand m'ont demandé de parler, j'ai juste dit, mais je vous dis merci, quoi, c'est juste merci à tous. Est-ce que quelqu'un t'a dit merci? Parce que nous on te dit également grand merci, parce que moi tout à l'heure j'ai été assez surpris de découvrir que tout le répertoire de ce soir, tout ce qui a été joué ce soir, c'est des œuvres des cas sortis. Ça doit prendre un travail de dingue de déchiffrer ces partitions, avec Marcus qui du coup déniche des documents, alors des fois des lettres, des fois le réseau des cas sortis, et puis des partitions. Toi en tant que musicien, le fait de récupérer des partitions, de déflorer un petit peu des partitions qui n'ont pas été jouées depuis presque un siècle, qu'est-ce que ça fait? C'est étonnant. Et quelle masse de travail aussi ça... Alors le boulot, oui, c'est sûr, parce que ça fait 2 ans qu'on pense à ce projet, et puis c'est aujourd'hui le premier volet réellement. C'est énormément de temps parce qu'il faut défricher tout ça, et c'est des formations différentes. Il y a une pièce qui est pour clarinette, l'autre pour violon, l'autre pour alto. Donc ça prend beaucoup de temps. Et là, on a cherché à faire ce soir différents univers de cette musique-là, hein, parce qu'il y a différents volets. Il y a de la musique à danser. Ce qu'on avait entendu d'ailleurs l'an dernier à Bapaume. Oui, Polka. On était tout à fait, et on était présent avec l'équipe des espaces numériques. Et effectivement, c'était plus de la musique à danser. Et là, ce soir, c'est la claque. Alors demain, on va retrouver la musique à danser, mais là, on a commencé par la musique à danser. Et puis on a cherché aussi d'autres... Et en fait c'est aussi assez biographique ce qu'on a fait ce soir, parce que ça touche... donc on a commencé par la musique à danser, ensuite c'était de la musique de scène, hein, on a parlé de la Commedia dell'arte, ensuite on a touché de la musique, plus de la musique de salon, vraiment dans l'esprit du 19e, des petites pièces, vraiment l'esprit français 19e là on était. Et ensuite on bascule vers d'autres univers. À un moment on a l'impression que c'est du Johannes Strauss, après on dirait du Verdi. Voilà, on bascule d'un univers à l'autre, quoi. Il y a des phrases où on a l'impression que c'est du Brahms. Voilà, on sent comme ça que c'est très cosmopolite. On l'entend presque dans la langue, quoi, de ce qui est écrit. On entend vraiment ce mélange d'univers. Et alors, sur les partitions, vous avez pu déchiffrer également une technique particulière de violoncelle, de violon, enfin de cordes en général. Alors, qu'en est-il? Parce que... Alors, ce qu'on en déduit, c'est que dans les cas sortis, il devait y avoir des sacrés virtuoses. Parce qu'il y a des partitions redoutables, extrêmement difficiles. Alors, notamment, il y a de la partition à la clarinette tout à l'heure. Voilà, la tarentelle. Elle est quand même assez sérieuse. C'est fou, hein? Ouais.
avec une profusion de notes et puis des changements de mode et tout, enfin, c'est vraiment... Voilà. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a aussi des concertos, notamment pour violon ou pour alto, que j'espère on va pouvoir donner une prochaine fois, mais qui demandent un travail considérable. C'est comme une des grandes œuvres du répertoire pour nous, qu'on travaille depuis qu'on est tout jeune, qu'on alimente au fur et à mesure de notre vie. Et d'un seul coup, c'est une partition nouvelle et il faut l'ingurgiter totalement. Donc il y a des partitions qu'on ne peut pas encore jouer aujourd'hui parce que c'est beaucoup de temps de travail, mais ça viendra. Ce qu'on se dit, c'est que ça peut être des grandes œuvres du répertoire qui ont été passées sous silence, mais qui auraient très bien pu être des grandes œuvres des répertoires de toutes les personnes qui pratiquent les cordes maintenant, en se disant que si on n'avait pas eu ce travail archéologique et de découverte, on aurait perdu ces... C'est fou, hein. Ces grandes œuvres. Alors, il y a depuis une trentaine d'années un renouveau énorme dans la musique baroque et dans la musique française, qu'elle soit baroque ou classique. Mais de cette époque-là, c'est sûr que là, on est sur une bien belle histoire. Ouais, c'est prometteur. Et alors cette histoire, c'est un premier jalon aujourd'hui. Il y a un projet au niveau de la communauté de communes du Sud-Artois qui est assez transversal puisqu'il touche à la fois la culture, les arts, le tourisme avec le lieu qu'on a inauguré tout à l'heure, mais également l'éducation. Donc tu es un petit peu la cheville ouvrière de ce projet à destination des enfants et des écoles autour d'une famille qui est clairement européenne, une famille européenne comme on n'en a pas fait énormément, je pense. Est-ce que pour l'instant vous avez des pistes pour décliner ce projet de création avec les enfants ? Oui, donc on est en train justement de chercher un peu la porte d'entrée pour ça, mais il y en a plusieurs possibles, donc on va choisir. En tout cas, c'est sûr que c'est essentiel pour nous, avec Marcus et avec tout le monde, on se dit il faut absolument que les enfants du village et des alentours soient concernés par cette histoire. C'est aussi une manière de les faire rentrer, leur donner un pas vers la culture, vers la recherche de ça, de curiosité en général. Donc ça pour nous c'est absolument essentiel et pour moi l'éducation est un volet tellement important. La transmission de ça. Donc il y a le côté voyage, il y a tous ces enfants. On va essayer peut-être de faire qu'ils s'identifient aussi à cette famille, notamment aux enfants. C'est quand même incroyable d'imaginer. C'est le petit Paul, non ? Le petit Paul. Ouais, c'est le petit Paul, cet enfant qui a sorti, qui faisait partie de la famille et qui a du coup, qui a dû bourlinguer par Mons et par Vaux, en Europe, à Vienne, retourner à Venise, revenir arriver ici. C'est fou. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup de dimensions dans lesquelles les enfants vont se reconnaître et vont être capables de créer. Tout à l'heure, tu parlais de dessin avec eux. Un petit garçon t'a dit moi je joue du piano, ça pourra peut-être servir. Bien sûr. Moi je dessine, ça servira également sûrement. Bien sûr. Je pense qu'il faut un rapport aux arts en général. Donc il y a de la musique, mais c'est la danse, c'est le dessin, on le voit, c'est des artistes complets, curieux de plein de choses. Donc avec les jeunes, il faut trouver chacun sa manière de s'exprimer, son talent, et de trouver comment entrer dans cet univers-là. On a plusieurs idées, mais c'est encore une ébauche, évidemment. On peut rappeler les dates du prochain concert, c'est demain ? Donc demain, samedi, 17h et 18h, de nouveau temps. À Amelincourt. À Amelincourt. Et ensuite, pour les Inouïs en général ? Pour les Inouïs, donc c'est le week-end du patrimoine. Demain soir, on investit le Moulin d'Achicourt pour une surprise musicale à 21h. Ça va être assez autour du vent, voilà. C'est mystérieux. Dimanche matin, on est à la Citadelle d'Arras, autour du Quatuor de Debussy. En plus, ça tombe bien qu'à sortie, parce que nous, c'est une édition française. On est autour d'un bouillon de culture. Et donc, ça rentre complètement dans ce projet. L'après-midi, à la chapelle du Conservatoire d'Arras, autour de la flûte. Et à 18h, dans la cathédrale, deux musiciens, on travaille sur la résonance. Voilà, résonance entre les univers, entre les époques. Voilà, pour ce week-end du patrimoine. Mais bien sûr, le week-end suivant, qui est un temps très fort, un temps fou, vendredi, samedi, dimanche, avec plein de formes, des artistes qui viennent du monde entier pour ces 3 jours des Inouïs. Bien, on vous rappellera vendredi prochain les rendez-vous du week-end. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Et puis, on se dit, du coup, on remercie bien sûr l'équipe technique. Ça a été une grosse journée pour nous de nous déplacer ici à Amelincourt et c'était vraiment enrichissant, mais très très enrichissant pour toute l'équipe et tout le monde, le fait de côtoyer autant de monde et autant de corps de métiers différents. On remercie l'équipe technique, Maxence, Yanis et Aurélien. Et on se dit bien sûr à la semaine prochaine. Bonne soirée, bonsoir.